Mais je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'intrigue un petit peu, et qui en même temps me semble être peut-être utile pour ceux qui passent les concours. C'est l'oubli dans le travail méthodologique, dans la réflexion philosophique académique en quelque sorte, dans le cadre notamment de la préparation de concours ou d'examens de philosophie, l'oubli de ce qui devrait être peut-être une ritournelle habituelle lorsqu'on fait de la philosophie, et qui est la ritournelle du pourquoi. Le ressassement de cette question, le retour de cette question, le caractère presque obsédant de cette question. Pourquoi ? Ce que je veux dire par là, c'est que en préparant des gens au concours, en essayant de les accompagner, en parlant aussi avec des collègues ou avec des élèves, etc., je me rends compte que finalement, l'école peut-être, le travail dans ce qu'il a d'académique, parfois de formaté, et devant se conformer notamment à des exigences méthodologiques très précises, très stéréotypées, etc. Donc ce travail philosophique perd de vue parfois le fait que son cœur de métier presque, sa parole vive, se joue véritablement dans la tentative toujours réitérée de répondre à la question pourquoi, d'essayer d'y répondre. Et en fait, cette réflexion qui est un peu une réflexion presque philosophique, voilà, c'est pas très original ce que je dis ici, mais bon. En fait, elle se connecte de manière assez forte, je crois, à un conseil que j'aurais envie de donner aux gens qui vont passer des concours, là notamment des oraux. C'est que la question pourquoi n'est pas simplement une sorte de principe philosophique un peu lointain, voire naïf dans son expression, mais sans doute l'un des modes, l'une des tactiques, on va dire, d'écriture les plus efficaces, les plus directes et les plus faciles à mettre en œuvre pour améliorer en fait ce que l'on fait en leçon et en explication de texte. Alors en quoi ça consiste ? Parce qu'évidemment, là je vous dis, il faut se poser la question pourquoi, mais qu'est-ce que ça suppose, quoi ? Quel conseil précis on pourrait essayer de tirer de tout ça ? Alors ce que je constate parfois, c'est que des gens brillants par ailleurs, enfin voilà, cultivés, brillants, capables de produire des réflexions philosophiques assez fines et tout ça, oublient paradoxalement parfois dans l'expression de cette pensée l'interlocuteur fictif, la personne en face de qui cette pensée se déploie. C'est-à-dire que quand on fait une leçon, une dissertation, une explication de texte, en fait on la fait toujours devant quelqu'un. On la fait toujours pour quelqu'un. De la même manière, selon moi, qu'un écrivain, même s'il écrit dans sa solitude, il écrit toujours pour quelqu'un, et devant quelqu'un. Et cette idée-là, en fait, toute simple, elle est primordiale pour comprendre ce que l'on cherche à faire en écrivant une dissertation et une explication de texte. Ce que l'on cherche à faire quand on veut écrire une explication de texte ou une dissertation, ça n'est rien d'autre que produire une réflexion, un raisonnement, qui suscite l'intérêt. Alors c'est très bête, mais c'est à la fois extrêmement simple à formuler et un peu difficile à incarner pour le coup. Mais on oublie parfois, notamment dans le cadre de la préparation de concours, où on est travaillé par des enjeux, traversé par des questions, angoissé, on lit les rapports de jury, on pioche des conseils ici ou là, on se fait des corpus de connaissances monstrueux, on oublie finalement que les gens à qui l'on s'adresse, les jurys, sont des gens qui s'ennuient. sont des gens qui s'ennuient profondément devant des copies ou devant des leçons. Et ils s'ennuient pas vraiment parce que ils ont une forme de nature ennuyée, mais ils s'ennuient parce que, a priori, une réflexion philosophique stéréotypée provoque de l'ennui. Parce que, précisément, elle est stéréotypée, donc elle s'inscrit dans un cadre extrêmement formaté, et donc elle a du mal à sortir de propositions déjà préconstruites. Et du coup, l'une des manières, à mon avis, d'avoir des bonnes notes, si on ramène ça vraiment à un cadre d'efficacité scolaire, on va dire,
c'est de trouver un mode, un moyen, pour susciter un intérêt. C'est-à-dire notamment dans le cas d'un oral, que notre leçon, aussi imparfaite puisse-t-elle être, par ailleurs, suscite un réel intérêt, c'est-à-dire motive une écoute. Or, dans ce cadre, intégrer dans le corps de son propos des moments d'interrogation, c'est-à-dire prendre en charge le pourquoi qui flotte du côté du jury, c'est une technique à la fois rhétorique et philosophique très efficace pour, d'un côté, remobiliser une pensée, la densifier, l'intensifier, et en même temps remobiliser une écoute. Qu'est-ce que ça suppose si j'incarne un peu ça dans ma propre manière d'écrire, on va dire, et comme technique, on va dire, que je pourrais donner, en tout cas qui me semble avoir été efficace chez moi, pour moi. Alors, c'est des choses très simples à mettre en place. Quand vous écrivez un argument, ce qu'on appelle un argument, alors moi j'ai toujours du mal à délimiter ce que c'est, mais bon, quand vous écrivez ce qui vous semble être une idée, ayant une forme d'unité, quand vous allez finir de l'écrire, de la noter sur votre feuille de brouillon ou sur votre copie de dissertation, selon que vous passiez à l'oral ou à l'écrit, vous allez juste prendre un temps et vous demander que dirait un élève, ou que dirait quelqu'un qui ne connaît pas ce que je dis, ou que dirait quelqu'un que ça intéresse mais qui n'est pas d'accord, c'est-à-dire comment je répondrais à ces pourquoi, au pluriel, c'est pourquoi, qui ne viennent pas du même endroit mais qui soulèvent toujours de la poussière. Et à chaque fois, vous allez essayer, quand vous avez fini cette unité argumentative en quelque sorte, de la nourrir de vos réponses. Donc vous allez proposer des hypothèses, et à chaque fois, quand vous allez alimenter ces hypothèses d'autres hypothèses qui sont censées justifier la première, vous allez toujours achever votre travail en vous demandant est-ce qu'on pourrait pas m'interroger, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu penses ça? Pourquoi t'écris ça comme ça? Qu'est-ce que ça implique, etc. Et cette mécanique mentale, qui est en fait très simple, c'est elle qui doit justifier le déploiement de vos idées. Et tout à l'heure, j'étais en séance, en cours particulier avec quelqu'un, et je me suis rendu compte d'une idée toute simple, c'est que, notamment dans la construction d'une leçon, on se fixe beaucoup sur les sous-parties. On pense que une thèse, un grand 1, une grande partie, ou un grand 2, peu importe, une grande thèse, est structurée autour de 3 sous-parties, selon un mode très formel, Et je me suis rendu compte en parlant que finalement, moi, les sous-parties, je m'en inquiétais pas trop, En tout cas pas au départ. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai tendance à faire? En fait, je pars d'une idée. L'idée de ma thèse. Et ce que je vais essayer de faire, c'est, je vais me demander, en partant de rien, d'une page blanche, comment est-ce que je pourrais amener quelqu'un à adhérer à cette thèse que je suis en train d'essayer de soutenir? Eh bien, la meilleure manière de le faire, c'est d'opérer par une séquence de pourquoi. Et donc, autre tactique, outre cette espèce de mécanique mentale que je vous propose, c'est-à-dire essayer, quand vous écrivez, de vous poser la question, quand vous avez fini d'écrire, la question pourquoi. Une autre proposition, c'est dans la construction de votre plan, essayez non pas de trouver 3 sous-parties, mais plutôt partir d'une seule idée, qui va être votre grande thèse, mais de l'envisager à partir d'une page blanche, et de vous demander comment vous pourriez mener quelqu'un qui ne pense pas ça, qui ne pense à rien en fait, au moment où vous allez parler, à soutenir finalement votre thèse aussi. Et à quel pourquoi vous devriez répondre pour pouvoir l'amener de ce point A, initial, au point Z, qui sera votre thèse. Ok, donc là, voilà une autre stratégie. Dans le cadre d'une dissertation et d'une leçon, d'une explication de texte aussi d'ailleurs, la question pourquoi, elle est aussi extrêmement importante dans l'articulation entre vos parties. L'un des éléments que je constate souvent, c'est le défaut en quelque sorte des transitions. Les transitions, ce sont les moments philosophiques. Et elles doivent être très développées. En fait, ce sont les moments les plus importants. Si je devais vous donner un conseil, travaillez
avant tout vos transitions en quelque sorte presque. Avant de vouloir trouver des arguments, réfléchissez à comment est-ce que ces arguments s'articulent, et comment ces grandes thèses que vous allez mobiliser s'articulent, qu'est-ce qui fait qu'elles s'opposent, qu'elles se répondent. À la fin de votre grande partie, vous allez synthétiser finalement la thèse que vous venez de soutenir, et vous allez trouver donc un élément problématique. Mais souvent, vous allez avoir l'élément problématique tout de suite, c'est-à-dire vous allez, formellement, ce que ça donne, c'est que vous faites une transition qui consiste en un résumé de votre première partie, une synthèse très rapide, et par exemple, vous allez soulever d'un coup une question. Et ce qui fait que cette question est souvent inopérante, c'est-à-dire peu efficace, ce qui fait qu'elle paraît artificielle, c'est que finalement, vous n'avez pas déployé dans un pourquoi. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est que vous faites la même chose sur votre brouillon. Vous faites ce que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire, vous faites la synthèse de votre première partie, comme toujours, et puis vous allez noter la question qui vous viendrait à l'esprit pour pouvoir continuer. Mais vous allez rajouter quelque chose qui va être une sorte de justification de la question. Donc vous allez prendre votre question, et vous allez imaginer un élève de terminale qui aime bien la philosophie, mais qui n'en a pas fait depuis longtemps, et qui va vous poser cette question toute simple. Mais pourquoi on se pose cette question ? Pourquoi elle se pose là, cette question ? Pourquoi pas une autre ? Et vous allez essayer de justifier pourquoi elle se pose là, cette question précisément, et pas une autre. Et pour la justifier, souvent vous allez mobiliser des distinctions conceptuelles, vous allez mobiliser un contre-exemple par rapport à ce qui a été dit, c'est-à-dire il y a un contre-exemple qui a un impact important, etc. Mais dans tous les cas, en essayant de répondre à pourquoi cette question, eh bien, en fait, ce que vous allez faire, c'est produire une transition opérante. C'est-à-dire que vous allez faire naître la question dans l'esprit de la personne qui lit la question, au lieu de la lui imposer. Donc voilà un endroit aussi où le pourquoi est très important. Alors un dernier endroit où le pourquoi est très important, il y en a d'autres, mais je vous donne quelques plans. Quand vous allez commencer votre travail de réflexion philosophique sur un sujet de leçon, que vous avez choisi par exemple dans une leçon hybride au CAPES, qui vous a été imposée à la Greg, etc., ou au CAPES aussi, en dissertation, en leçon, peu importe. Et d'ailleurs aussi dans une explication de texte, quand vous allez repérer le problème du texte. Bien, en fait, vous allez simplement réfléchir au problème du texte en vous posant cette simple question, pourquoi ce problème et pas un autre ? Ça, c'est la première question. Cette première question, vous y répondez souvent en fait, parce que souvent vous avez intégré dans votre méthode la question des enjeux. Mais souvent, ces enjeux sont un peu bâclés, je sais pas comment dire. Il faut que le pourquoi soit urgent. Il faut que le fait que cette question se pose réponde à un pourquoi urgent. Mais je vais encore rajouter un autre pourquoi. Une fois que vous avez répondu aux enjeux, vous allez rajouter autre chose. Pourquoi on se pose cette question de cette manière, dans cette formulation-là, et pas dans une autre ? C'est-à-dire pourquoi on se pose cette question-là, plutôt qu'une autre question qui serait proche, qui ressemblerait beaucoup, même qui semblerait presque impliquer les mêmes réponses, mais qui ne serait pas la même question. Et ce que vous allez faire en vous posant cette question, pourquoi cette formulation plutôt qu'une autre, c'est mesurer l'écart qui existe entre le sujet qu'on vous a et le sujet qu'on aurait pu vous donner, et qu'on ne vous a pas donné. Et vous allez vous demander, mais pourquoi on m'a pas donné l'autre ? Et en mesurant l'écart,